Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur TAL Info Soir. La nuit bien utilisée, ses phares, c'est protéger sa vie et celle des autres. Pourtant, beaucoup de conducteurs y perdent ou éblouissent pour cause d'une utilisation de phares non conformes aux règles de la circulation routière et source d'accidents. Zurkefil Issoufou et Mokhtar Issoufou pour le reportage. La circulation sur les routes de la capitale la nuit laisse voir une utilisation de phares et autres systèmes d'éclairage considérés comme non conformes à la législation, ce qui ne permet pas une circulation sécurisée. Et pourtant, le code de la route est très clair. Généralement, sur un véhicule, il y a plusieurs feux. Et donc, chaque feu a son utilité. Et il y a des moments où il faut l'utiliser. Il y a les feux qu'on appelle les feux de croisement. Mais ces feux-là, normalement, quand vous croisez un autre véhicule, vous devez passer au feu de croisement pour ne pas gêner l'usager que vous rencontrez. Puis, généralement, il est conseillé aux conducteurs d'avoir des phares jaunes, n'est-ce pas, qui dérangent moins. Mais maintenant, on constate qu'il y a des gens, des conducteurs qui utilisent des phares blancs et ils augmentent aussi ces feux de brouillard. Les feux, on les utilise que ce soit en agglomération ou en dehors d'agglomération, dans des endroits non éclairés, mais à condition qu'on ne gêne aucun usager venant en sens inverse. Normalement, les longs phares, on les utilise en dehors d'agglomération. Quand on voyage, c'est ça qu'on utilise. Mais au moment de croisement avec une voiture, on les change pour revenir au feu de croisement. Il est évident que le code de la route est enseigné dès le départ. Les phares ne servent pas qu'à voir, ils permettent également d'être vus. Les phares nous dérangent vraiment et c'est ce qui cause tous ces accidents. Les gens doivent respecter les codes de la route et conduire prudemment. Les gens ne conduisent pas bien vraiment. Certains phares dérangent. On lance un appel à l'endroit des autorités de bien régulariser la conduite. Certains phares dérangent la vie et causent des accidents, ce qui n'est pas bien. Le code de la route le dit clairement. La nuit, on allume pour voir et on baisse pour ne pas éblouir. Code en ville, phare hors agglomération, respecter le code, c'est respecter soi-même et les autres. C'est une question de sécurité, une question de civisme. Conduire la nuit, c'est conduire avec les yeux des autres. Un accident peut survenir à tout moment sur la route à domicile ou sur le lieu de travail. Les premières minutes sont souvent déterminantes face à une victime. Savoir quoi faire, mais aussi le geste à éviter peut contribuer à préserver sa vie avant l'arrivée des secours. Hannatou Hamadou et Ibrahima Abdoulaye pour le reportage. Au moment d'un accident, quelques secondes suffisent pour faire basculer la situation. Lorsqu'une personne est blessée, la panique ne doit pas prendre le dessus. Avant même de porter secours, quelques réflexes doivent guider. Il suffit juste de s'approcher de la victime, d'abord être sûr qu'on n'est pas en danger. Donc vous pouvez appeler. Normalement, si la personne est consciente, elle doit répondre. Les cas échéants, effectivement, on peut dire que la personne est inconsciente. Si elle ne répond pas, elle ne répond pas au stimuli. Donc on peut déjà dresser les diagnostics du coma. Tout dépendra, si vous voulez, de la détresse du malade. Si par exemple, s'il y a un coma et qu'on a vérifié qu'il n'y a pas de respiration, là, le geste qu'on doit adopter, c'est le massage cardiaque. Donc si c'est le saignement, si vous voulez, il faut tamponner, il faut arrêter le saignement. Si c'est une brûlure, on doit, si vous voulez, verser de l'eau tiède à l'endroit de la blessure pour effectivement arrêter, si vous voulez, le dégât. Une fois la situation sécurisée, le témoin doit évaluer l'état de la victime afin de pouvoir adopter les gestes qu'il faut avant l'arrivée des secours. Cependant, il y a également des gestes à ne pas faire, surtout pour un témoin non aguerri pour le bien de la victime. Quelqu'un qui n'a pas reçu la formation en secourisme, en cas par exemple de polytraumatisme, il n'est pas conseillé effectivement de trimballer le malade. Ça, c'est extrêmement important.
Parce qu'il faut d'abord s'assurer que la colonne vertébrale n'est pas touchée. Si la colonne vertébrale est touchée, tant que vous n'avez pas reçu la formation en sécurisme, si vous essayez de bouger le malade, vous pouvez effectivement lui faire beaucoup plus du mal au lieu de le secourir. En cas d'accident, chaque minute compte. Mais entre précipitation et immobilisme, la bonne attitude consiste surtout à garder son calme, connaître les bons réflexes et éviter les gestes dangereux, source de complications. Dans nos sociétés, les conflits entre agriculteurs et éleveurs demeurent une source de tension. La destruction des cultures par le bétail, l'occupation des couloirs de passage et le manque de dialogue sont souvent à l'origine de ces différends. Pourtant, des initiatives sont mises en place pour prévenir ces conflits et favorisent une coexistence pacifique entre les différentes communautés. Plus de précisions dans ce reportage de Zaradine Ali et Abdoulaye Moussa. Les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont monnaie courante entre les deux communautés. Et pourtant, l'un et l'autre camp reconnaissent qu'ils ont des conséquences sur leurs moyens de subsistance. Les premiers dénoncent les dégâts causés aux champs, tandis que les seconds évoquent la réduction des espaces de pâturage et l'obstruction des couloirs de transhumance. Face à cette situation, les autorités administratives et les services techniques multiplient les actions de sensibilisation afin de rappeler les règles de circulation du bétail, le respect des couloirs de transhumance et les mécanismes de règlement des différends. Des actions de prévention, d'abord, qu'est-ce que l'État lui-même a fait? Vous vous souvenez que l'État avait créé les principes d'orientation de la politique foncière, c'est-à-dire qu'ils ont élaboré des textes pour régir comment on accède au foncier, comment on devient propriétaire, comment on loue. Donc tout ça, ça a été traité. Nous organisons des forums, nous organisons des ateliers, nous passons des messages à la radio, à la télévision, genre ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, pour attirer l'attention de la population, l'attention des gens qui sont chargés de gérer les conflits. Nous essayons en tout cas de passer des messages. Nous essayons en tout cas à travers nos partenaires qui nous accompagnent aujourd'hui, où on va vers la population, on explique le bien vivre, ce que ça a comme résultat. Et je pense qu'aujourd'hui, ces actions-là sont en train d'apporter des fruits et les gens comprennent comment défendre leurs droits et leurs devoirs, et ça permet en tout cas de réguler les conflits qui existent entre les deux activités. Effectivement, dans le cadre de notre mission, il y a plusieurs mesures qui sont prises pour essayer d'y faire face ou pour pallier à ces conflits. Premièrement, c'est d'abord les actions d'information et de sensibilisation que nous faisons. Nous ne les faisons pas seuls, nous faisons à plusieurs. Les structures du Code rural aux différents niveaux jouent un rôle important par rapport à l'information et sensibilisation des producteurs ruraux. Ensuite, nous avons d'autres partenaires dont les OSC, c'est-à-dire les organisations de la société civile, qui apportent une contribution importante. À cela s'ajoutent les autorités administratives et traditionnelles, qui chacun dans l'exercice de sa mission, de sa fonction, essaye, en tout cas à chaque passage, à chaque rencontre, d'attirer l'attention des agriculteurs, des éleveurs, des producteurs ruraux par rapport à la nécessité de créer les conditions de coexistence pacifique entre Nigériens. En effet, chacun des deux parties prône la coexistence pacifique et sa consolidation pour le bonheur des peuples. Nous sommes des musulmans. Nous devrons nous remettre à Dieu. Nous devrons nous comprendre. Nous devrons dialoguer. Nous sommes tous des êtres humains. S'il arrive qu'il y a des dégâts, que les gens, à travers ce que la législation, ce que l'État a dit, qu'ils suivent cette voie-là pour trouver la solution. Celui qui est fautif, que tout le monde s'accorde, celui-là, il est fautif et qu'on le sanctionne. Maintenant, éviter de prendre quelqu'un qui n'est pas fautif pour le sanctionner. Ça, c'est... Ou bien éviter de prendre quelque chose qui ne correspond pas aux dégâts, de part et d'autre, que ce soit l'agriculteur, que ce soit l'éleveur. Le Niger est un pays de textes. Le foncier rural est régi par une législation fournie. Donc, du coup, à travers les actions d'information et de sensibilisation que nous faisons, nous invitons en tout cas les acteurs, chacun, à mieux cerner le contenu du texte et à les respecter autant que faire se peut. Chacun doit rester dans la limite, en tout cas, de ses actions, sans pour autant qu'il n'empiète sur le terrain de l'autre. La prévention des conflits entre agriculteurs et éleveurs repose sur le dialogue, le respect des règles et l'implication de tous les acteurs.
En renforçant la sensibilisation et les mécanismes locaux de médiation, il est possible de préserver la paix sociale et de permettre à l'agriculteur comme à l'éleveur de contribuer durablement au développement des communautés. À chaque saison, ces réalités, les premières pluies, les routes deviennent difficiles à emprunter et les garages sont davantage sollicités. Face aux pannes et aux différents problèmes mécaniques, le chemin des garages est très emprunté, ce qui fait rehausser le taux de fréquentation de ces espaces. Le constat avec Rahila Ibrahim et Massoudou Hashim. La saison de pluie rime généralement avec une forte fréquentation des garages automobiles à Niamey. Ces derniers enregistrent une hausse du nombre de leur clientèle pour des raisons évidentes, notamment les fortes pluies. Les routes boueuses et autres nids des poules dissimulées sous les flaques d'eau mettent les véhicules à rude épreuve, obligeant de nombreux conducteurs à se rendre chez les réparateurs. Du coup, il a fait recevoir davantage de véhicules en saison de pluie. Tu vois qu'il y a déjà la pluie qui est là. Tu ne connais pas les quantités d'eau qui va venir. Donc, tu dois garer la voiture à la maison, soit l'endroit que l'eau, la pluie t'a trouvé là. Il faut garer. C'est la tête du que les gens font pour gâter les véhicules. Et après, s'ils ont amené le véhicule dans un garage, ils ont réparé, fini. Et si la pluie est venue, tu es dans la pluie, tu dis tu vas rouler. C'est de faire attention. S'il y a la pluie, vaut mieux tu gardes ta voiture. Ça dépend des chauffeurs au Bomboda Founion. Parce que Borian Pika n'a qu'un goussugo ou le ton d'Isa au Kurgo directement. Et c'était mon matin et me conduit Tétéda. De boîte automatique. Ce qui gâte les véhicules pendant cette saison parfois dépend aussi des chauffeurs qui roulent imprudemment. Il y a des trous sur les voies et ils n'y prêtent pas attention. C'est ce qui endommage les boîtes automatiques. Parfois, ils laissent les voitures au ralenti. Nous avons constaté plusieurs pannes. Je laisse un appel aux conducteurs de rouler prudemment. Ni quand on a moto boîte automatique moto manuel ya chene. Denka nan kan bongo, mo kay gidi mat kan bongo diro go da han ngene darandi. Les conducteurs appellent également les autorités à réaménager les routes afin de limiter les dégâts causés aux véhicules pendant l'hivernage. C'est des trous qui sont sur la route, c'est ça qui gâte les véhicules. S'il n'y a pas de trous, la personne ne peut pas aller au garage. Et puis, il y a des endroits où il y a des flanques d'eau. Si un véhicule qui est si bas, qui rentre dedans, il est obligé d'aller au garage. Notre cri de cœur, c'est à la mairie d'arranger. Si on a arrangé, les gens seront contents. Ce sont les voies qui posent le plus de problèmes. Les autorités font de leur mieux, mais ils doivent redoubler d'efforts pour améliorer l'état des routes. Ce sont les eaux usées qui s'accumulent sur la voie et qui nous dérangent. Mais maintenant, alhamdulillah, nous constatons un changement. Nous souhaitons seulement qu'il redouble d'efforts. En cette saison de pluie, les garages enregistrent une forte fréquentation. Entre prévention et réparation, les garagistes, tout comme les usagers, s'accordent sur une réalité. Un entretien régulier des véhicules est indispensable pour circuler en toute sécurité. À Niamey, les eaux usées débordent et envahissent les rues de la capitale. Une situation préoccupante qui pose de sérieux problèmes d'hygiène, de santé publique et d'environnement. Les populations vivent au quotidien au contact de ces eaux nauséabondes, les exposant du coup à des risques. Zaradine Ali et Daouda Abdou sont allés constater la gestion d'eau souillée dans quelques toilettes publiques de Niamey. Voici le reportage. Les autorités municipales ne ménagent aucun effort pour maintenir propre la ville de Niamey. En dépit du contrôle des brigades des villes, l'on constate dans plusieurs quartiers de la capitale l'écoulement d'eau usée sur les voies publiques, aux abords des carrefours, des stations ou devant les boutiques. Ceci n'est pas sans conséquence. Les routes deviennent glissantes et présentent des risques sur l'environnement. Récemment, la ville de Niamey a signé un communiqué interdisant les rejets de ces eaux sur les voies publiques. Donc, ce communiqué tire sa substance de l'ordonnance 93-13 du 2 mars 1993. Les conséquences sont d'ordre sanitaire,
mais aussi environnementale. Donc c'est pour vous dire que nous devrons changer de comportement. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où chacun se doit de contribuer, n'est-ce pas, à l'amélioration de son cadre de vie. Les autorités municipales appellent à plus de responsabilités et de citoyenneté dans ce contexte de la refondation du Niger. Ces voies ont été, n'est-ce pas, réalisées pour rendre agréables leurs conditions de vie, pour faciliter leur mobilité. Donc, je crois que si la municipalité se donne le moyen de créer les conditions pour améliorer le cadre de vie de nos populations, de l'autre côté aussi, nos concitoyens doivent jouer leur partition, n'est-ce pas, en prenant soin de ces ouvrages-là. Donc, à l'heure où je te parle, n'est-ce pas, la brigade est sur le terrain. Donc, ce que nous demandons aussi à nos concitoyens, c'est vraiment de collaborer. Partout, dans un quartier où il y a des pratiques pareilles, c'est aux populations de dénoncer ce genre de pratiques. C'est aux populations maintenant de s'approprier, si vous voulez, un peu le rôle citoyen pour amener les autres à comprendre la nécessité de bannir ces pratiques-là. Les eaux usées polluent le sol et présentent des risques pour la santé. Et pourtant, ces problèmes sont évitables avec un changement de comportement. Dernier aspect de ce journal, Côte d'Oman, touché par une marée noire qui menace une réserve naturelle. Kinshasa, festival musique urbaine, tout skate. Cannes féminine au Malawi affrontera le Cameroun pour la première finale de son histoire. Voilà l'essentiel de l'actualité internationale de ce jeudi 13 août 2026 dans une sélection commentée par Foureratou Hamadou. Les inquiétudes grandissent autour d'une réserve naturelle maritime protégée située au large du Sultanat d'Oman alors que les fuites de pétrole émanant d'un navire échoué ont atteint les côtes du pays. L'autorité environnementale du pays a déclaré que la nappe pourrait polluer jusqu'à 40 km de côte de la zone et de 10 à 20 km des plages sud de l'île de Massira, appelant les pêcheurs et le public à la vigilance. L'Organisation mondiale maritime a affirmé de son côté surveiller de près la situation, ajoutant que la mousson avait entravé l'accès aux navires et retardé les opérations. La capitale de la République démocratique du Congo a vibré au rythme de la deuxième édition du festival Tout Skater. Au programme des démonstrations et initiations au skateboard, des performances de street art, mais aussi des concerts pour déployer pleinement la culture urbaine à Kinshasa. Une initiative du jeune skateur Eldi Malonga, le festival vise à promouvoir le skateboard et à changer la perception de certains Congolais qui marginalisent encore cette discipline. Soucieux de perpétuer cette discipline sportive à travers les générations futures, Patrice Nelatira, skateur du club King Balabala, est venu partager cette année ses connaissances en skateboard avec les jeunes amateurs venus de plusieurs zones de Kinshasa. Le Malawi et le Cameroun s'affronteront pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines dimanche. Les joueuses du Malawi sont venues à bout de l'Algérie 3-1 mercredi 12 août à Rabat, tandis que les Camerounaises ont vaincu le Maroc. C'est un exploit pour le Malawi. C'est la première fois de l'histoire de la CAN féminine hors première édition en 1998 qu'une nation parvient à atteindre la finale lors de sa toute première participation à la compétition. Comme en quart de finale, l'Algérie a rapidement écopé d'un carton rouge infligé après visionnage de la VAR à Morgan Belkita, autrice d'une faute sur Tabitha Chawinga en position de dernier défenseur et sortie à l'arme. En supériorité numérique, le Malawi a inscrit 2 buts en première période grâce aux sœurs Chawinga. Tabitha, autrice d'un doublé dans le match, est un mois. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne réception accompagnée des programmes de TAL TV. Au revoir.